a procédé aux consultations des forces vives en prolongement du devoir à domicile que votre Excellence avait donné au gouverneur de province au début de ce mois. Au terme de celle-ci, sans aucun grain de sable, nous sommes fiers de confirmer, urbi et orbi, que la population du Congo central a unanimement accepté le bien fondé du dialogue intercongolais autour de votre Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État. Deuxième temps fort, le défilé des FARDC, de la police nationale et des forces vives de la province. Dans une tenue impeccable, des éléments de la police, des forces navales, forces aériennes et terrestres et de bien d'autres unités de l'armée nationale, en l'occurrence les personnels militaires féminins, défilent sous des salves d'applaudissements de l'assistance. C'était ensuite le passage devant la tribune d'honneur des forces vives du Congo central, regroupées au sein des entreprises locales, des associations socioculturelles et des écoles. Et pour mieux exprimer la cohésion nationale, les communautés de toutes les provinces de la RDC résidant à Matadi marchent et les autres de Mac. Le gigantesque défilé se termine avec le passage de motocyclistes. Spécial 30 juin à Matadi, au Congo central, tout un symbole de l'unité nationale en RDC. Bien avant Matadi, d'autres chefs-lieux des provinces, Mbandaka, Kisangani, Kananga, Goma et Lubumbashi, ont aussi fait déplacer les institutions du pays pour les festivités du 30 juin. Fin du défilé, le président de la République quitte la place du rond-point Musée Laurent Désiré Kabila pour sa résidence. Il effectue le déplacement à pied afin de saluer la population de Matadi en liesse, massée tout le long de son parcours pour l'ovationner. Dans la soirée, les ambassadeurs et tous les invités ont été conviés à un dîner offert par le chef de l'État à la résidence du gouverneur de province. Président du Sénat, représentant personnel de son Excellence Monsieur le Président de la République, honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, distingués invités en vos titres et qualités. Au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, nous vous souhaitons tous la bienvenue. Et comme vous le savez, chez nous en Afrique, quand on reçoit les invités, avant de partir, on leur offre quelque chose. On partage un petit repas. C'est à ce titre que son Excellence Monsieur le Président de la République a organisé ces banquets pour partager avec tous ses invités un repas de famille. Quittons la province du Congo central pour la ville-province Kinshasa, direction la chambre basse du Parlement où les députés nationaux sont convoqués en session extraordinaire du 4 juillet au 2 août prochain. Les matières liées au processus électoral, à la décentralisation et à la territoriale seront débattues au cours de cette session extraordinaire. Nous apprend Jean-Pierre-Henri Kassanganambeng. Annoncé d'abord au cours d'une séance plénière comme une probabilité avant d'atteindre l'étape de la confirmation au terme de la rencontre qui avait rassemblé autour du président de la République Joseph Kabila Kabange un échantillon représentatif des membres de l'Assemblée nationale dans le cadre de consultations préparatoires au dialogue national. Une décision signée du président de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo, Obé Minaku, fixe l'ouverture de la session extraordinaire ce samedi 4 juillet 2015 et les travaux se clôtureront le 2 août 2015. Tout le long de ces 30 jours, toute l'attention sera accaparée par les matières figurant sur un tableau dont la ventilation correspond au libellé suivant. L'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central
des provinces et des entités territoriales décentralisées. C'est un projet de loi autant que la répartition de sièges par circonscription électorale pour les scrutins municipaux et locaux et le statut de chef coutumier en République démocratique du Congo. Une autre préoccupation, mais d'une portée strictement interne à l'Assemblée nationale, se structure autour de la révision du règlement intérieur. D'une chambre à une autre, le Sénat également est convoqué en session extraordinaire du 4 juillet au 2 août 2015. La décision du président de la Chambre haute du Parlement, Léon Kengo-Adondo, rendue publique hier jeudi, détermine les matières à examiner, nous dit Bertin Ekoufoï-Saoso. Les sénateurs se voient obligés de revenir à leur siège pour une session extraordinaire. Ils sont convoqués pour examiner des matières jugées nécessaires et urgentes, mais qui n'ont pas pu être débattues en session ordinaire de mars 2015. Après sa rencontre ce jeudi avec son homologue de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo, a rendu publique sa décision convoquant la session extraordinaire du 4 juillet au 2 août 2015. 2 semaines plus tôt, les membres de 2 bureaux s'étaient réunis pour annoncer la tenue de cette session extraordinaire sur instruction du président de la République. Le président de la République, sur le pied des articles 69 et 116 de la Constitution, a instruit les 2 présidents de notre Parlement de convoquer en session extraordinaire le Sénat et l'Assemblée nationale. Il ne restait plus qu'à fixer les dates et les matières à débattre. Ces choses faites aujourd'hui, les matières examinées sont le projet de loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections municipales et locales et projet de loi portant statut des chefs coutumiers en République démocratique du Congo. Les 2 derniers projets ont déjà fait l'objet d'examen, le premier à l'Assemblée nationale et le second au Sénat. Ils ont été rejetés mais seront récupérés pour apporter des correctifs nécessaires. C'est pour bientôt la reprise des travaux du barrage Zongo 2. Le Premier ministre a été rassuré lors de sa visite d'inspection sur le site. Gisèle Ngaloula. Les travaux de construction du barrage Zongo 2 vont reprendre dans le plus bref délai. Sur instruction du président de la République, le Premier ministre revenant de Matadi a fait une descente sur place dans le but d'obtenir des informations précises sur ce site vital pour le développement socio-économique du pays. Sur place, Matata Pogno a réuni les représentants de l'entreprise Sino Hydro qui exécute ces travaux. Ces derniers ont confirmé l'arrivée de 90% d'équipements sur le site. Il s'agit des pièces de turbines, des alternateurs, des transformateurs ainsi que d'autres équipements nécessaires. Du chantier central à l'atelier de fabrication électromécanique, Matata Pogno s'est dit émerveillé par ce grand projet initié par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Nous avons été instruits par son Excellence, Monsieur le Président de la République, de passer sur terrain pour pouvoir évaluer l'état d'avancement de ces travaux et surtout nous enquérir sur les motifs profonds et objectifs de l'arrêt des travaux. Et nous sommes en train de réaliser effectivement que ces travaux se sont arrêtés, mais qu'il y a urgence, conformément à la volonté du chef de l'État, de redémarrer le plus rapidement possible les travaux pour que de l'énergie soit offerte à la population quinoise et afin que les travaux de développement, les travaux de la révolution, la modernité puissent s'exécuter conformément aux normes classiques. Les chutes aménagées ont une hauteur de 105 mètres pour une puissance de 150 MW. Et puis la célébration du 30 juin a permis aux Congolais de réaliser l'effectivité de la reprise du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi. Après 12 ans d'inactivité, ce train express a fait voyager les passagers quinois à destination de Matadi. Parmi les premiers, on a retrouvé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Évariste Boshab, qui est allé participer à la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo à Matadi. Témoin de l'événement, Joël Lungenza. Un aller-retour par rail Kinshasa-Matadi, une réalité vécue par le vice-premier ministre Évariste Boshab.
la ville de Matadi, qui a accueilli ce 30 juin les festivités du 55e anniversaire de l'indépendance, a été à la même occasion une image symbolique pour la reprise du trafic ferroviaire des voyageurs interrompu il y a de cela près de 12 ans. Le train qui a sifflé ce jeudi 2 juillet en provenance de Matadi avait à son bord le vice-premier ministre Évariste Bochab. Il s'arrête d'abord à Kimpese pour constater et partager la joie de la population. Une population ravie de la relance du train qui va sans doute faciliter les transactions. Deuxième escale, Lufutoto. Même réaction de la population. Cette population venue nombreuse témoigner leur gratitude au président de la République et au gouvernement représenté ici par le vice-premier ministre Évariste Bochab. Fini le désenclavement, ont-ils dit. Le train atteint finalement Kinshasa après 7 heures de marche. Question pour le vice-premier ministre de rappeler le caractère socio-économique important que revêt le trafic ferroviaire. Sur le plan économique, ceci permettrait d'épargner aussi la route Kinshasa-Matadi, parce qu'il y a beaucoup de poids lourds. Et vous savez qu'une seule locomotive peut tracter, c'est que peut tracter 30 poids lourds. Ceci est aussi important pour la population environnante. Le petit commerce a repris autour de la gare. Le DG de la SCTP, Kimbembe Mazunga, rassure quant à la sécurité du trafic et fait appel aux commerçants. Que les locomotives sont performantes, c'est son cadeau d'anniversaire, 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays à la population de Bas-Congo. Donc il faut que l'activité, le trafic ferroviaire reprenne dans ce volet passager. Et comme c'est les rails qui posaient problème pour le transfert des conteneurs de Matadi à Kinshasa, la voie est ouverte pour que finalement Matadi reprenne sa vocation de port de transit. À la vice-primature au ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, l'heure est à l'évaluation de l'élaboration du document de la politique nationale de protection sociale. Le vice-premier ministre, ministre Willy Makashi, a eu une séance de travail avec les partenaires internationaux à ce sujet. Vital Pagabita et Blaise Ndombele nous en parlent. À 2 mois de la mise à jour du document sur la politique nationale de protection sociale, le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, le professeur Willy Makashi, en même temps président du conseil de PNPS, un programme que gère Dr Anatole Mangala, le vice-premier ministre, disais-je, se devait de faire l'évaluation du rapport à mi-parcours sur la feuille de route du processus d'élaboration de ces documents de haute portée sociale. Cette réunion de concertation avec les partenaires multilatéraux a permis de mettre en place une coordination unique du secteur de protection sociale, le tout sur fond de mobilisation de financements conséquents auprès des bailleurs de fonds en vue de relever les défis. On a des partenaires on est très content du progrès à réaliser, mais on est très content aussi par l'ouverture et le dynamisme du ministère et aussi du programme national à l'appui à la protection sociale. Le vice-premier ministre a beaucoup insisté sur le mécanisme de contrôle des dépenses, des ressources que les partenaires voudront bien mettre à la disposition de la RDC. Et je pense que ces indications nous rassurent. Le calendrier est très serré pour aboutir à un document de très bonne qualité, parce que c'est l'objectif de tous ceux qui participent à ce processus d'Encore d'Aide. Après cette séance de travail, le vice-premier ministre Willy Makashi s'est entretenu avec la représentante de l'OIT en RDC et directrice pays de BIT, Aminata Maïga. Au menu, la participation de la RDC à la dernière conférence de l'OIT à Genève et la problématique de l'emploi des jeunes en RDC. Santé, fausse alerte, il n'y a pas l'épidémie à fièvre de Marbourg à Zongo, ni Ebola au Bandundu, confirmation du ministre de la Santé publique et de la représentation de l'OMS en République démocratique du Congo qui fixe l'opinion. Le ministre Félix Kabonge-Numbi l'a dit au micro d'Eric Nzouzi. Suivez. Nous venons d'avoir une réunion extraordinaire du Comité national de coordination de la lutte contre la maladie. Vous avez suivi le gouvernement de la République centrafricaine qui a fait un point de presse pour annoncer l'existence d'une épidémie à fièvre de Marbourg dans le territoire de Zongo. Le lundi 29 juin, 3 compatriotes congolais arrivés au poste frontière à Bangui, lors du contrôle au thermomètre laser, 2 d'entre eux ont présenté la fièvre. L'Institut Pasteur de Bangui a analysé les prélèvements. Ils ont été obligés de venir refaire les prélèvements au niveau de Zongo
et on a refait les examens sur les 2 patients. Nous avons joint le médecin chef de zone de santé de Zongo qui était à côté du patient supposé être positif au virus de Marbourg. Le patient ne présente plus de fièvre. Il se porte bien. Nous venions d'avoir les résultats contrôle du laboratoire Pasteur de Bangui. Les 2 patients sont négatifs au virus de Marbourg. Il n'y a pas d'épidémie à fièvre de Marbourg en République démocratique du Congo, particulièrement dans le territoire de Zongo. Deuxième problème, nous avons une chaude alerte au niveau de la province du Bandundu, dans le village de Massambio, environ 270 km de la ville de Kinshasa. Un chasseur de Bandundu, ville, est venu rejoindre 5 chasseurs de Massambio. Ils sont allés en brousse, à la chasse. Ils ont trouvé une antilope qui titubait. Et comme d'habitude, les chasseurs se servent les premiers et ils prennent les viscères. Une partie de la viande a été envoyée à Bandunduville et une partie de la viande a été vendue à Massambio même. Les 6 chasseurs ont présenté les signes suivants: la diarrhée, le vomissement, c'est-à-dire la coloration jaune des yeux, et l'hématurie, c'est-à-dire des urines qui sont teintées de sang. Après examen de tous ces cas, nous avons pensé à une suspicion d'une gastro-entérite d'origine indéterminée. La fièvre, c'est le premier signe. Ce qui est paradoxal, c'est qu'aucun des 6 patients n'a présenté de la fièvre. Nous avons pris toutes les mesures. Voilà pourquoi je voudrais m'adresser à la population de Bandundu. Toute la population doit être très calme. Pas de panique, parce que nous savons que généralement, dans ce genre d'épidémie, c'est la panique qui tue plus que l'épidémie elle-même. Je pense, avec l'autorisation de la plus haute hiérarchie, dans les 48 heures, je pourrais me déplacer pour Bandundu, pour aller sur le site de Massambia et aller sur place à Bandunduville. Jusqu'à présent, aucun autre cas n'a été signalé, à part les 6 qui ont été identifiés. Finance, le secteur de microfinance en République démocratique du Congo est appelé à plus de professionnalisme afin de jouer pleinement son rôle d'intermédiaire financier de proximité. C'est le socle de l'atelier sur le microfinance ouvert par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Edi Tchala. Les institutions de microfinance en République démocratique du Congo sont plus que jamais déterminées à envisager des solutions idoines susceptibles d'impacter significativement dans les secteurs financiers en RDC. C'est tout le sens de cet atelier sur la professionnalisation des institutions de microfinance ouvert ce jour par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mananyembo. Il s'agit d'une véritable autopsie menée par les différents intervenants du secteur en RDC, regroupés au sein de l'Association nationale des institutions de microfinance de la République. Cependant, bien des faiblesses qui se présentent comme des défis majeurs doivent être relevées. Il s'agit notamment de la faiblesse de la capitalisation, le manque de fiabilité des données comptables et financières, la mauvaise gouvernance et autres. Un établissement financier, une banque, une institution de microfinance fonctionne sous la contrainte de solvabilité et de liquidité. Et j'ajouterai même de rentabilité, de capital. Considérez que, quel que soit le niveau de fonds propres, une institution financière est toujours sous-capitalisée par rapport au total de son passif. De telle sorte que, lorsque vous faites de pertes, vous accroissez le risque de réputation et des dirigeants et des actionnaires. Mais si ces pertes-là dépassent vos fonds propres, eh bien, la couverture de ces pertes dépasse la responsabilité des promoteurs, dépasse la responsabilité des actionnaires et devient une affaire d'État. Cet atelier, de l'avis des participants, vise surtout à jeter les bases de cette professionnalisation des institutions de microfinance au moyen d'une charte issue des recommandations qui en découlent. La Banque centrale invite par ailleurs ce secteur des microfinances à être aussi réceptif à une assistance technique. Une lueur d'espoir pour les populations d'Injili, Kilambu, Kimanseke, Mongafula et Télé, l'ONG Association pour la reconstruction et le développement que chapeaute François Kalouélé s'engage à la réhabilitation de 15 km de la route Sekomav. Et cela ne sera possible qu'après la signature par le gouverneur André Kimbuteyango de ce contrat. D'où cette plaidoirie à laquelle a assisté Luzen Sakala.
Impératif de survie règle les quotidiens des populations en général et davantage celles des milieux ruraux. C'est d'autant plus vrai que cette catégorie sociale est butée à la difficulté et pas de moindre liée à l'absence sinon au manque de voies de communication pour à la fois écouler sa production agricole vers les centres de consommation et s'approvisionner en biens de première nécessité. C'est ce qui justifie l'engagement de l'ONG Association pour la reconstruction et le développement en partenariat avec les opérateurs chinois. Nous avons le matériel, nous avons le nécessaire, même l'expertise pour amener à ce que la route de 15 km partant du boulevard André Kimbuta qui fait jonction avec l'entrée du quartier Anjili est arrivée au croisement de la route Kimwenzagar et continuer maintenant vers Luzumu. Votre autorisation sur 15 km seulement, que nous sommes disposés de participer à cet effort que nous recommande le chef de l'État Joseph Kabila. C'est un besoin réel que d'apporter cette assistance à notre population. Et André Kimbuta Yango nous accorde sa signature et nous accepte pour ce partenariat public-privé. Nous ne venons pas pour remplacer quelqu'un. C'est notre apport, le peu que nous avons, peut-être ça peut nous permettre de pouvoir accélérer un tout petit peu le projet. Déjà, certaines voix s'expriment pour saluer cette initiative de haute portée socio-économique. Une ferme qui pouvait nourrir la ville de Kinshasa. On n'a plus de route. Pour avoir même les aliments pour bétail, c'est un peu difficile dans ce quartier. Tout ce que nous recherchons pour que les autorités puissent accorder à ce monsieur-là ce qu'il demande. Il faut noter que le financement du projet de l'RD provient de la production de la carrière de Kassangoulou où l'Association pour la reconstruction et le développement et la partie chinoise sont liés par un partenariat gagnant-gagnant. Découverte macabre à Limité, un homme de quarantaine révolu a été retrouvé pendu hier jeudi matin à la hauteur du petit boulevard Limité. Notre confrère Ludor Balekilay a rencontré le bourgmestre de cette municipalité qui appelle à l'expertise et à l'enquête de la police scientifique. Regardez. Vers 6 h du matin, ce jeudi 2 juillet 2015, que la population habitant le long du petit boulevard Limité a découvert cet homme. La quarantaine est révolue, pendu et accroché sur cet arbre, les pieds touchant le sol. Personnellement, ma position, j'ai constaté que non, ce n'était pas vraiment la pendaison comme telle. Parce qu'il y avait le pied qui touchait encore sur le sol. Alors, il y a eu un peu à douter. Nous l'avons trouvé mort ce matin. Moi, j'habite ce quartier, monsieur le journaliste. Et ce n'est pas le premier cas, au même endroit. Le bourgmestre de Limité, contacté par la RTNC, s'explique. L'essentiel pour nous, c'est que le rapport de la police scientifique qui sera remis à qui de droit, ça signifie au parquet, puisse pouvoir nous aider à avancer dans les enquêtes. Ce n'est pas la première fois qu'on retrouve quelqu'un mort dans ces conditions, au même endroit, que quiconque n'aura pas vu, parce qu'il s'agit d'un homme, un membre de famille, de sexe masculin, adulte, qu'il puisse pouvoir passer à la morgue de l'hôpital général. Notons que selon des sources communales, au moins 20 corps d'indigents non identifiés par mois sont ramassés par la Croix-Rouge et acheminés à la morgue centrale de Kinshasa. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 7 h dans une présentation de Louisette Sakala. Merci de votre fidélité.